Je m'appelle Sophie, et j'ai 28 ans. J'ai remonté l'allée de cette église complètement seul. Pas un seul membre de ma famille en vue. Le magnifique bouquet dans mes mains tremblait légèrement alors que je réalisais que l'homme que j'avais supplié de m'accompagner jusqu'à l'hôtel avait décidé que je ne valais pas les 3 heures de route. Mes sœurs m'avaient envoyé un message ce matin-là, disant que mon mariage avec un serveur était une honte pour le nom de notre famille. Je me suis arrêté à mi-chemin dans l'allée, j'ai regardé mon fiancé, Daniel, qui attendait à l'hôtel les larmes aux yeux, et j'ai pris la décision consciente de sourire. Si ma famille pensait que je ne valais pas leur temps, je leur prouverais que je n'avais pas besoin de leur approbation. Le prêtre a demandé, « Qui donne cette femme en mariage ?» et Daniel s'est avancé. « Elle se donne elle-même » a-t-il dit fermement. Et je suis honoré de la recevoir. Ce moment a tout changé dans la façon dont je me voyais et dont je percevais ma propre valeur. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et sur le bouton s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement abandonné par votre famille. Vous voudrez certainement rester dans les parages pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je me suis retrouvé dans cette allée d'église vide. En grandissant à Aix-en-Provence, j'ai toujours été l'exception dans la famille Mercier. Mon père, Richard, possédait une compagnie d'assurance prospère, et ma mère, Marguerite, restait à la maison pour gérer notre agenda mondain. Mes sœurs aînées, Amélie et Béatrice, ont suivi le modèle familial à la perfection. Elles ont épousé des hommes riches issus de familles importantes. Amélie a épousé un banquier de 15 ans son aîné, tandis que Béatrice s'est trouvée un magnate de l'immobilier. Ces 2 mariages étaient des alliances stratégiques que mes parents approuvaient sans réserve. L'attente était claire, faire un beau mariage, maintenir son statut, ne jamais se contenter de moins que le luxe. Et puis il y avait moi. À 26 ans, j'étais toujours célibataire, je travaillais encore comme coordinatrice marketing pour une petite organisation à but non lucratif à Paris, décevant toujours tout le monde par mes choix de vie. Chaque réunion de famille impliquait des interrogatoires subtils sur ma vie amoureuse et des allusions à peine voilées sur le fait que le temps me manquait pour trouver un mari convenable. La phase carrière de Sophie, disait ma mère avec dédain à ses amis, comme si mon travail d'aide aux vétérans sans abri n'était qu'une passade rebelle et temporaire qui me passerait. La pression s'est intensifiée quand j'ai eu 27 ans. Les dîners de famille sont devenus des réunions stratégiques où mes parents mentionnaient nonchalamment des célibataires éligibles de bonne famille. Ils ont organisé des rendez-vous autour d'un café avec des hommes qui m'ennuyaient à mourir, des comptables et des avocats prospères qui voyaient le mariage comme une autre transaction commerciale. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de rentrer aussi souvent à la maison. Paris est devenu mon sanctuaire, un endroit où je pouvais être moi-même sans jugement constant. Mon petit appartement dans le Marais n'était pas impressionnant selon les standards de ma famille, mais il était à moi. J'aimais mon travail, même s'il ne payait pas beaucoup. Je devenais enfin la personne que je voulais être. Je ne me doutais pas que la déception de ma famille face à mes choix de vie était sur le point de s'aggraver. J'ai rencontré Daniel un mardi soir à la Scala, un restaurant italien haut de gamme où je dînais avec mon amie d'université, Léa. Notre serveur était charmant, attentionné, et avait cette façon incroyable de faire en sorte que chaque client à ses tables se sente spécial. « Ton serveur est mignon », a chuchoté Léa alors qu'il remplissait nos verres d'eau. J'ai levé les yeux pour voir des yeux bruns chaleureux et un sourire sincère qui a fait battre mon cœur. Daniel n'était pas seulement beau, il avait cette assurance qui vous attirait sans être arrogante. Quand il a recommandé le plat de fruits de mer du jour, son enthousiasme était contagieux. « Faites-moi confiance sur ce coup-là », a-t-il dit avec un clin d'œil. Le chef Michel ne se rate jamais avec son Siopino. Il avait raison. Le plat était incroyable, et les recommandations de Daniel tout au long de la soirée ont été parfaites. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont il a géré un client difficile à une autre table avec grâce et professionnalisme. En partant, j'ai fait quelque chose de complètement inhabituel pour moi. J'ai laissé ma carte de visite avec le pourboire, accompagné d'un mot « Merci d'avoir rendu cette soirée spéciale ». Un café un de ces jours? Mon téléphone a sonné le lendemain. La voix de Daniel était encore plus séduisante sans le bruit du restaurant en fond. Je sais que ça peut paraître présomptueux, mais on ne m'invite pas souvent à sortir, surtout pas de belles femmes qui laissent de bons pourboires. Eh bien, je n'invite pas souvent mes serveurs à sortir, alors nous sommes quittes, ai-je ri. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit café de Montmartre. Je m'attendais à des banalités maladroites et j'ai réalisé en 10 minutes que je ne m'étais jamais senti aussi connecté à quelqu'un, avec autant de facilité. Daniel était intelligent, drôle et étonnamment cultivé.
Il parlait avec passion de littérature, de voyage et de son rêve d'ouvrir un jour son propre restaurant. Je sais que ça semble fou, dit-il en remuant son cappuccino, mais je veux créer des espaces où les gens se sentent vraiment les bienvenus. Pas seulement nourris, mais qu'on prenne soin d'eux. Cette vision, combinée à sa chaleur sincère, m'a fait oublier toutes les attentes de ma famille concernant des prétendants convenables. Daniel me faisait rire d'une manière que j'avais oubliée. Il écoutait quand je parlais de mon travail avec les vétérans, posant des questions réfléchies au lieu d'attendre poliment son tour de parler. À notre 3e rendez-vous, j'étais complètement sous le charme. À notre 6e, je savais que j'étais en train de tomber amoureuse de quelqu'un qui me voyait exactement tel que j'étais et qui aimait ce qu'il voyait. 3 mois après le début de notre relation, j'ai fait l'erreur de le mentionner lors d'un appel téléphonique familial. La première question de ma mère ne portait pas sur son caractère ou sur la façon dont il me traitait, mais sur sa profession. Un serveur, Sophie, vraiment? La déception dans sa voix était palpable. Que compte-t-il faire de sa vie? Il économise pour ouvrir son propre restaurant, maman. Il est incroyablement travailleur et ambitieux. Les serveurs ambitieux restent des serveurs, ma chérie. Et ce gentil garçon des Lambert dont je t'ai parlé? Il vient d'être promu associé dans le cabinet d'avocat de son père. Je n'avais jamais rencontré ce garçon Lambert, mais dans l'esprit de ma mère, sa réussite professionnelle faisait de lui un meilleur parti que l'homme qui me rendait vraiment heureuse. La conversation s'est terminée sur sa promesse réfléchir, lorsque j'ai demandé si je pouvais amener Daniel à l'anniversaire d'Amélie. Elle a rappelé 2 jours plus tard. Ton père et moi en avons discuté. Nous pensons qu'il est préférable que tu viennes seul à la fête d'Amélie. Nous ne voulons pas semer la confusion sur ta situation amoureuse. Traduction, ils étaient embarrassés par mon choix et ne voulaient pas que leur cercle social rencontre quelqu'un qu'ils considéraient comme indigne de notre famille. Je suis allé seul à la fête, supportant les regards compatissants des proches qui supposaient que j'étais toujours célibataire et incapable de trouver un mari convenable. Amélie m'a prise à part pendant le dessert. Maman m'a parlé de ton petit ami serveur. Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. Il s'appelle Daniel. Et oui, je suis sérieuse avec lui. Mais comment est sa famille? D'où vient-il? Tu ne peux pas jeter par-dessus bord tout ce que papa a construit pour nous. Tout ce que papa a construit pour nous. Comme si la réussite financière de notre famille m'obligeait en quelque sorte à me marier dans une certaine tranche d'imposition. J'ai quitté la fête plus tôt, frustré et blessé par leur incapacité à voir au-delà du titre professionnel de Daniel. Daniel a remarqué mon humeur quand je suis rentré. Au lieu d'insister pour avoir des détails, il nous a préparé un chocolat chaud et a mis notre film préféré. Ce n'est que lorsque j'étais blotti contre sa poitrine que j'ai réalisé quelque chose de profond. Voilà ce qu'était le véritable amour. Pas les partenariats stratégiques de mes sœurs, mais un soin et un réconfort sincère. Ma famille ne pense pas que tu es assez bien pour moi, ai-je dit doucement. Il est resté silencieux un moment, puis il m'a embrassé sur le sommet de la tête. Peut-être que je ne le suis pas, mais je vais passer chaque jour à essayer d'être digne de toi. Cette réponse m'a fait l'aimer encore plus, bien que je ne le lui ai pas encore dit. Vous êtes-vous déjà senti pris entre les attentes de votre famille et votre propre bonheur? Dites-moi dans les commentaires comment vous avez géré ce choix impossible. 8 mois plus tard, Daniel m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans le Jura. Nous faisions une randonnée dans le parc naturel régional du Haut-Jura quand il s'est arrêté à un belvédère, a posé un genou à terre et a sorti une bague solitaire simple mais magnifique. Sophie Mercier, tu as tout changé dans ma vision de l'avenir. Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu m'as rendue? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui. La bague était parfaite, élégante, sans être ostentatoire, exactement ce que j'aurais choisi pour moi-même. Alors qu'il la glissait à mon doigt, je me suis sentie complète d'une manière que je n'avais jamais connue. Le trajet de retour à Paris a été rempli de plans enthousiastes. Nous avons décidé d'une petite cérémonie dans 6 mois, juste la famille et les amis proches. Daniel a suggéré la Scala pour la réception, là où nous nous étions rencontrés, ce qui semblait merveilleusement romantique. J'ai appelé mes parents ce soir-là, m'attendant à ce qu'ils partagent notre excitation. La réponse de ma mère a été immédiatement démoralisante. Fiancée? Sophie, es-tu sûre d'y avoir bien réfléchi? Tu connais à peine ce jeune homme. Ça fait 8 mois que je sors avec lui, maman. Je le connais mieux qu'Amélie ne connaissait Benoît quand ils se sont fiancés après 4 mois. C'était différent.
La famille de Benoît fait partie de notre cercle social depuis des années. Nous savions exactement dans quoi Amélie s'engageait. Mon père a pris le téléphone. Ma chérie, nous voulons juste que tu sois pragmatique. Avez-vous discuté des finances, des plans de carrière? Et si ce rêve de restaurant ne se réalise pas? Leur préoccupation ne concernait pas mon bonheur ou ma compatibilité avec Daniel, mais son potentiel de revenus et son statut social. J'ai terminé l'appel en promettant d'amener bientôt Daniel à la maison pour qu'il puisse apprendre à le connaître correctement. Cette visite fut un désastre. Daniel est venu à Aix-en-Provence un samedi matin, nerveux mais déterminé à faire bonne impression. Il avait acheté des fleurs fort ma mère et s'était renseigné sur l'entreprise d'assurance de mon père pour trouver un terrain d'entente. Mes parents ont été polis mais froids. Chaque question ressemblait à un interrogatoire destiné à souligner les origines modestes de Daniel. Quand il a mentionné avoir grandi dans une famille monoparentale, l'expression de ma mère montrait une désapprobation à peine voilée. « Et la profession de votre mère ?» a-t-elle demandé. « Elle est infirmière à l'hôpital Saint-Jean. Elle faisait des gardes doubles pour me payer mes études. » L'admiration dans la voix de Daniel quand il parlait des sacrifices de sa mère était belle à mes yeux, mais je voyais mes parents cataloguer cette information comme un autre point contre lui. Le dîner fut encore pire. Mes sœurs et leurs maris nous ont rejoints, transformant le repas en une démonstration passive-agressive de relations convenables. Benoît a discuté de ses dernières opportunités d'investissement pendant qu'Amélie hochait la tête avec adoration. Marc a détaillé ses projets immobiliers pendant que Béatrice jouait l'épouse de soutien parfaite. Pendant ce temps, Daniel répondait à des questions de plus en plus pointues sur ses aspirations professionnelles à long terme et ses stratégies de planification financière avec une grâce et une honnêteté qui me rendaient à la fois fière et furieuse. Le coup de grâce est venu lors de la planification du mariage. J'avais naïvement espéré qu'une fois que ma famille verrait à quel point Daniel et moi étions sérieux, ils se réchaufferaient à son égard. Au lieu de cela, leur résistance s'est intensifiée. Nous devons discuter de la liste des invités, a dit ma mère lors d'un déjeuner que j'avais demandé pour planifier les détails. Ton père s'inquiète de mélanger les cercles sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, la famille et les amis de Daniel pourraient ne pas être à l'aise avec certains de nos invités. Nous ne voulons pas que quiconque se sente mal à l'aise. La suggestion était claire, les gens de Daniel n'étaient pas assez sophistiqués pour se mêler au cercle social de la famille Mercier. Quand j'ai protesté, ma mère a soupiré de façon dramatique. Sophie, nous essayons de t'aider à éviter l'embarras. Un mariage réussi exige une planification minutieuse, pas seulement de bonnes intentions. Un mariage réussi? Maman, il s'agit de Daniel et moi qui nous promettons de nous aimer pour toujours. Le reste, c'est juste de l'organisation de fête. C'est exactement ce genre de pensée naïve qui nous préoccupe. 2 semaines avant le mariage, la situation a atteint un point de rupture. J'ai appelé pour confirmer les arrangements de transport pour ma famille, pour apprendre qu'aucun d'entre eux n'avait prévu d'y assister. Je pensais que nous en avions discuté, a dit ma mère quand j'ai appelé, paniquée. Ton père ne peut pas s'absenter de son travail en ce moment. Et les filles ont d'autres engagements. D'autres engagements? C'est mon mariage. Sophie, nous avons clairement exprimé nos sentiments sur ce mariage. Nous ne pouvons pas, en bonne conscience, célébrer une décision que nous croyons que tu regretteras. J'étais sans voix. Ma propre famille boycottait mon mariage parce qu'ils désapprouvaient mon choix de mari. La cruauté était à couper le souffle. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était leur certitude de savoir mieux que moi ce qui constituait mon propre bonheur. Et pour m'accompagner à l'hôtel, ai-je demandé directement à mon père quand il a pris le téléphone. Ma chérie, si personne d'autre n'y va, ça n'a pas de sens que je fasse tout ce chemin seul. Tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs de maths pouvait considérer que le jour de mon mariage ne valait pas un trajet de 3 heures. Je ne comprenais pas comment les femmes qui avaient passé des années à planifier leur propre mariage somptueux pouvaient manquer le mien. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans les bras de Daniel jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il m'a tenu en silence, me laissant pleurer le soutien familial que je désirais désespérément mais que je ne recevrais jamais. On pourrait reporter, a-t-il proposé doucement. Leur donner plus de temps pour changer d'avis. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas mettre ma vie en attente, en attendant qu'ils approuvent mes choix. Nous nous marions comme prévu, avec ou sans eux. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à remonter cette allée seule, ma robe de mariée traînant derrière moi,
chaque pas m'éloignant des attentes de ma famille pour me rapprocher de ma nouvelle vie. La petite église était remplie de la famille de Daniel et de nos amis, des gens qui voulaient vraiment célébrer notre amour. La mère de Daniel, Marie, avait des larmes qui coulaient sur son visage en me regardant approcher. Sa sœur, Rose, m'a fait un signe de tête encourageant. Nos amis de Paris ont applaudi doucement lorsque Daniel s'est avancé pour me rejoindre à mi-chemin de l'allée. La cérémonie était belle et intime. Lorsque le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à notre union, le silence était paisible plutôt que tendu. Personne là-bas n'avait de doute sur notre amour ou notre engagement. Pendant nos vœux, Daniel a promis d'être la famille que je méritais, et j'ai promis de construire une vie avec lui basée sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes sociales. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme, la petite congrégation a éclaté de joie sincère. La réception à la Scala était parfaite. L'ami chef de Daniel avait créé un repas incroyable, et nos amis ont rempli la salle à manger privée de rire et de célébration. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement heureuse et en paix avec ma décision. Nous avons passé notre lune de miel de 2 semaines en Toscane, séjournant dans de petits hôtels familiaux et mangeant dans des restaurants locaux où Daniel charmait les propriétaires avec son enthousiasme pour leur métier. Il était dans son élément, et le voir découvrir de nouvelles saveurs et techniques m'a rempli d'excitation pour notre avenir ensemble. Ce n'est qu'à notre retour à Paris que j'ai appris que ma famille avait vu nos photos de mariage sur les réseaux sociaux. Les photos que la sœur de Daniel avait postées montraient notre belle cérémonie, notre bonheur éclatant et, surtout, le cadre intime de la Scala. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que la Scala n'était pas seulement l'endroit où nous nous étions rencontrés et étions tombés amoureux. C'était aussi le restaurant phare du groupe Laurent Restauration, une entreprise qui possédait plus de 40 établissements à travers la France et la Suisse. Et Daniel n'était pas seulement un serveur qui rêvait d'ouvrir un jour son propre restaurant. Il était Daniel Laurent, l'héritier de l'empire familial, qui avait insisté pour commencer tout en bas de l'échelle afin de comprendre vraiment chaque aspect de l'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner le matin après notre retour d'Italie. C'était ma mère. Et pour la première fois depuis des mois, sa voix portait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, de la panique mêlée à un respect nouveau. « Sophie, ma chérie, il faut qu'on parle. » La femme qui avait jugé mon mari indigne d'assister à notre mariage voulait soudainement une conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en me demandant si elle valait mon temps. Les rôles s'étaient inversés de la manière la plus satisfaisante qui soit, et ma famille était sur le point d'apprendre exactement ce qu'elle avait manqué en jugeant quelqu'un sur les apparences plutôt que sur le caractère. J'ai laissé l'appel de ma mère aller sur la messagerie vocale, puis le 2e, et le 3e. Daniel m'a regardé mettre mon téléphone en silencieux avec un amusement croissant pendant que nous déballions nos bagages de lune de miel. « Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'elle veut ?» a-t-il demandé en pliant sa veste en cuir italienne. « Oh, je sais exactement ce qu'elle veut », ai-je répondu en montrant un texto d'Amélie qui disait « Appelle maman immédiatement. » Urgence familiale. Apparemment, il y a une urgence familiale qui a coïncidé avec le moment où ils ont réalisé qui tu es vraiment. Daniel a ri, de ce rire riche dont j'étais tombée amoureuse à la Scala. Devrais-je être insulté qu'il considère que t'épouser constitue une urgence ? Seulement si tu es insulté par des gens qui mesurent la valeur par les soldes bancaires, ai-je dit, en écoutant enfin les messages vocaux de plus en plus frénétiques de ma mère. Message 1, Sophie, ma chérie, rappelle-moi. Nous devons discuter de quelques affaires de famille. Message 2, Sophie, ton père veut te parler de la situation de Daniel. Message 3, Sophie-Marie Mercier-Laurent. Tu me rappelles à l'instant. Nous n'avions aucune idée du passé de Daniel et nous devons arranger les choses immédiatement. Ce dernier message m'a fait marquer une pause. Elle avait utilisé mon nom de femme mariée pour la première fois, et la panique dans sa voix était presque amusante. Presque. Ils veulent arranger les choses, ai-je dit à Daniel. N'est-ce pas mignon ? Maintenant qu'ils savent que tu n'es pas un serveur en difficulté, ils sont prêts à t'accueillir dans la famille. Que veux-tu faire ? A-t-il demandé, s'asseyant à côté de moi sur notre lit. J'ai regardé mon mari, cet homme incroyable qui avait occupé tous les postes dans les restaurants de sa famille pour comprendre l'entreprise de fond en comble, qui avait choisi de servir à table parce qu'il croyait qu'une grande hospitalité commençait par le respect de chaque rôle. Qui m'avait aimé quand ma propre famille n'avait pas daigné se présenter à notre mariage. Je veux les laisser mariner un peu, ai-je décidé. Ils ont clairement montré leur position en manquant notre mariage. Maintenant, ils peuvent vivre avec les conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père.
Je devrais probablement répondre à celui-là, ai-je soupiré. Papa n'appelle que lorsqu'il est vraiment paniqué. Sophie. Sa voix était tendue. Dieu merci, tu as répondu. Il faut qu'on parle immédiatement. De quoi, papa? De l'entreprise familiale de ton mari. Sophie, as-tu la moindre idée de ce dans quoi tu es tombée? Tombée? Comme si mon mariage était une sorte d'accident plutôt qu'une décision mûrement réfléchie, basée sur l'amour et la compatibilité. J'ai épousé l'homme que j'aime, papa. Où veux-tu en venir? Ton mari possède la Scala. Il possède 43 restaurants à travers la France et la Suisse. Le chiffre d'affaires de l'entreprise l'année dernière était de plus de 185 millions d'euros. Je pouvais presque l'entendre calculer ma nouvelle valeur nette au téléphone. Et, ai-je insisté. Et nous avons fait une terrible erreur. Nous aurions dû être plus accueillants. Ta mère est hors d'elle. Maintenant, ma mère était hors d'elle. Pas quand elle boycottait mon mariage, mais quand elle a réalisé qu'elle avait mal calculé la situation financière de mon mari. Où était cette préoccupation quand j'avais besoin que tu m'accompagnes à l'hôtel? Sophie, nous ne comprenions pas la situation. Si nous avions su. Si vous aviez su que Daniel était riche, vous l'auriez traité avec une décence humaine élémentaire. Cela en dit long sur vos valeurs, papa. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà vu une famille changer soudainement de ton lorsque les circonstances ont changé. Les jours suivants ont apporté un défilé d'urgences familiales, qui nécessitait mon attention immédiate. Béatrice a appelé pour une crise mystérieuse qui avait absolument besoin de mon avis. Amélie a envoyé un texto demandant les recommandations de restaurant de Daniel pour un important dîner de clients. Ma mère a laissé des messages vocaux de plus en plus élaborés sur des réunions de famille et des dîners qui ne pouvaient tout simplement pas avoir lieu sans nous. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur notre retour à la routine de Paris. Daniel est retourné travailler au siège social du groupe Laurent Restauration, où j'ai appris qu'il passait la plupart de son temps à développer de nouveaux concepts et à encadrer de jeunes managers. Son dévouement à l'entreprise était inspirant, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que rien de ce succès ne lui était monté à la tête. Je veux mériter cela, m'avait-il dit pendant nos fiançailles. Mon grand-père a bâti cette entreprise à partir de rien. Je ne déshonorerai pas cet héritage en me reposant sur ses accomplissements. Cette éthique de travail était exactement ce que ma famille avait méprisé en ne voyant qu'un serveur prendre leur commande. Une semaine après notre retour, j'ai finalement accepté de déjeuner avec Amélie. Elle a suggéré de se retrouver à l'Orangerie, un restaurant français haut de gamme qui se trouvait être la propriété du groupe Laurent Restauration. L'ironie ne m'a pas échappé. Amélie est arrivée avec 15 minutes de retard, sa manœuvre de pouvoir habituelle, mais elle s'est arrêtée net en me voyant déjà assise à la meilleure table de la maison, avec le directeur général s'assurant personnellement que mon verre d'eau reste plein. Sophie, dit-elle prudemment en s'asseyant, tu es magnifique. Le mariage te va bien. Merci, ai-je répondu, notant que ses yeux ne cessaient de parcourir l'élégante salle à manger que la famille de mon mari avait créée. Je voulais m'excuser, a-t-elle poursuivi. Pour avoir manqué ton mariage. Le timing était tout simplement impossible avec l'emploi du temps de Benoît. L'emploi du temps de Benoît, ai-je répété sèchement. Au Crédit National de France? Oui, tu sais à quel point son poste est exigeant. Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que le Crédit National de France était l'un des principaux prêteurs du groupe Laurent Restauration. Daniel avait mentionné le nom de Benoît Mercier lors d'une récente conversation sur l'expansion sur les marchés de la région. Amélie, dis-je doucement. Tu te rends compte que ton mari travaille en très étroite collaboration avec l'entreprise de mon mari, n'est-ce pas? Son visage est devenu pâle. Que veux-tu dire? Le Crédit National de France gère la plupart du financement de nos restaurants. Benoît essaie d'obtenir un rendez-vous avec Daniel depuis des mois pour discuter de l'augmentation de notre ligne de crédit. Amélie devint blême tandis que les implications devenaient claires. L'avancement de carrière de son mari était désormais directement lié au maintien d'une bonne relation avec l'homme qu'elle avait jugé indigne d'être reconnu par la famille. Sophie, je n'en avais aucune idée. Nous aurions vraiment dû te soutenir davantage. Soutenir davantage, ai-je fait l'écho. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. La famille pardonne à la famille. Encore ce mot, famille. Ils avaient clairement montré que je ne valais ni leur temps ni leurs efforts,
mais maintenant que les circonstances avaient changé, les liens familiaux comptaient soudainement. Amélie, te souviens-tu de ce que tu m'as dit à ta fête d'anniversaire? De ne pas jeter par-dessus bord tout ce que papa a construit pour nous? Elle s'est tortillée, mal à l'aise. J'étais juste inquiète pour ton avenir. Tu t'inquiétais des apparences. Il y a une différence. Pouvons-nous repartir à zéro, a-t-elle demandé, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu immédiatement à la question d'Amélie. Au lieu de cela, je l'ai regardée se tortiller un moment. Cette sœur qui avait toujours été si sûre de sa supériorité. La femme qui m'avait un jour fait la leçon sur les perspectives de mariage appropriées était maintenant littéralement assise dans un restaurant appartenant à l'homme qu'elle avait méprisé. Dis-moi quelque chose, Amélie, ai-je dit enfin. À quoi ressemble exactement un repartir à zéro selon toi? Nous pourrions être à nouveau des sœurs. De vraies sœurs. Tu pourrais amener Daniel au dîner de famille et nous pourrions apprendre à le connaître correctement. L'homme que tu as qualifié de honte pour le nom de notre famille. Sophie, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Ne peux-tu pas nous pardonner? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, considérant sa question. Le pardon était une chose, mais l'oubli en était une autre. Ma famille m'avait montré exactement qui elle était quand elle pensait que je n'avais rien à lui offrir. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas rentrer chez toi et dire à maman et papa que Daniel et moi envisagerons d'assister à la prochaine réunion de famille, mais il y aura des conditions. Le soulagement d'Amélie était visible. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Premièrement, il n'y aura aucune mention de nos désaccords passés. Pas d'excuses gênantes ou d'explications aux autres membres de la famille sur pourquoi vous avez tous manqué mon mariage. D'accord. Deuxièmement, Daniel sera traité avec le même respect que vous montrez à Benoît et Marc. Pas de questions condescendantes sur ses origines ou ses projets futurs. Absolument. Troisièmement, j'ai marqué une pause pour les faits, tu vas me dire exactement comment les perspectives de promotion de Benoît sont liées à sa capacité à maintenir de bonnes relations avec les principaux clients de sa banque. Le visage d'Amélie se décomposa. Sophie, tu ne peux pas, je ne menace rien, ai-je dit doucement. Je suggère simplement que Benoît pourrait vouloir reconsidérer d'éventuels commentaires passés sur la pertinence de mon mari en tant que membre de la famille. Le rapport de force était complètement inversé, et nous le savions toutes les deux. Amélie avait passé des années à me mépriser depuis sa position de sœur qui avait réussi et fait un beau mariage. Maintenant, elle réalisait que sa définition de « faire un beau mariage » avait été terriblement étroite. Sophie, je suis vraiment désolé. Nous le sommes tous. Désolé que vous ayez eu tort sur la situation financière de Daniel, ou désolé que vous m'ayez maltraité? Les deux, dit-elle doucement. J'ai repensé à notre conversation à ma fête d'anniversaire, et j'ai été horrible avec toi. Tu méritais mieux de notre part à tous. C'était la première excuse sincère que je recevais de l'un d'entre eux, et j'ai senti une partie de ma colère commencer à s'apaiser. Amélie avait toujours été la plus compétitive de mes sœurs, mais elle avait aussi été la plus honnête une fois acculée. J'apprécie, ai-je dit. Mais Amélie, il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés. Vous avez tous pris une décision sur le genre de famille que vous vouliez être. Les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que cela signifie pour nous à l'avenir? J'ai fait signe pour l'addition, notant avec satisfaction que le serveur nous a immédiatement offert tout notre repas avec un signe de tête déférent. Un autre petit rappel de la façon dont les choses avaient radicalement changé. Cela signifie que les relations se méritent, elles ne sont pas acquises. Tout comme le respect. 2 semaines plus tard, mes parents nous ont invités à un petit dîner de famille qui s'est avéré inclure non seulement mes sœurs et leurs maris, mais aussi plusieurs amis de la famille qui possédaient des entreprises pouvant bénéficier de liens avec le groupe Laurent Restauration. J'aurais dû m'y attendre, vraiment. Mes parents ne faisaient jamais rien sans calculer les opportunités de réseautage potentielles. Daniel et moi sommes arrivés à l'heure pour trouver mon père tenant le salon, régalant les invités d'histoires sur sa fille qui avait réussi et son mari accompli, la même fille qu'il avait été trop occupé pour accompagner à l'hôtel à peine un mois plus tôt. Sophie, ma mère s'est précipitée vers nous avec une chaleur théâtrale. Et Daniel, nous sommes si ravis que vous ayez pu vous joindre à nous. Daniel, à son crédit, a accepté son étreinte gracieusement. Merci de m'avoir invité, Madame Mercier. Votre maison est magnifique. S'il te plaît, appelle-moi Marguerite. Nous sommes de la même famille maintenant.
De la même famille maintenant. L'ironie était presque insoutenable. Le dîner était une performance soigneusement orchestrée. Mes parents avaient clairement informé tout le monde des sujets de conversation acceptables. Personne n'a mentionné le mariage. L'entreprise d'assurance de mon père a été commodément mentionnée à plusieurs reprises en relation avec les besoins de l'industrie de la restauration. Et Benoît a passé la majeure partie de la soirée à essayer de se positionner comme le nouveau meilleur ami de Daniel. J'ai suivi la stratégie d'expansion du groupe Laurent, a-t-il dit pendant le plat principal. Le marché local semble mûr pour le développement. Nous explorons certainement des opportunités, a répondu Daniel diplomatiquement. Benoît a d'excellentes idées sur la région d'Aix-en-Provence, est intervenu mon père. Il y a grandi, il connaît le marché sur le bout des doigts. J'observais cette tentative pathétique de tirer parti des liens familiaux à des fins commerciales avec un dégoût croissant. C'étaient les mêmes personnes qui avaient jugé Daniel indigne de leur temps, qui essayaient maintenant de profiter de leur association avec lui. Le point de rupture est survenu au dessert, lorsque ma mère a suggéré que Daniel pourrait envisager d'ouvrir un établissement Laurent à Aix-en-Provence, avec Benoît comme partenaire bancaire local et mon père s'occupant des assurances. Ce serait une si merveilleuse collaboration familiale, a-t-elle dit doucement. La mâchoire de Daniel s'est crispée de manière presque imperceptible. Il avait été poli toute la soirée, mais je voyais sa patience s'épuiser. Ces gens avaient blessé sa femme et essayaient maintenant d'exploiter leur relation à des fins financières. C'est une suggestion intéressante, dit-il prudemment. Bien que nous travaillions généralement avec des partenaires établis qui ont prouvé leur engagement envers nos valeurs. La pique subtile a atteint sa cible. Le sourire de ma mère a vacillé et le visage de Benoît est devenu rouge. Mais la vraie bombe est tombée lorsque Daniel a continué, en fait, nous avons récemment examiné toutes nos relations bancaires. Il est important que nos partenaires partagent notre engagement envers les valeurs familiales et l'intégrité. La table est devenue silencieuse. Benoît avait l'air sur le point d'être malade. Amélie a serré son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser, et mes parents ont échangé des regards paniqués. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Daniel avait planifié ce moment depuis le début. Il avait été parfaitement poli, les laissant révéler leur véritable motivation avant de laisser tomber le couperet. Bien sûr, a ajouté Daniel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous accordons toujours la priorité à la loyauté et à la cohérence dans nos relations commerciales, n'est-ce pas, ma chérie? J'ai souri en retour à mon brillant mari. Absolument. Nous croyons que les actes parlent plus que les mots. Le trajet du retour fut silencieux jusqu'à ce que nous ayons parcouru plusieurs pâtés de maison. Puis Daniel et moi avons éclaté de rire en même temps. As-tu vu le visage de Benoît quand tu as mentionné l'examen des relations bancaires, ai-je halté entre deux éclats de rire. J'ai cru que ton père allait s'étouffer avec son tiramisu, a répondu Daniel, toujours en riant. Bien que je doive admettre que je me sentais un peu mal pour Amélie. Elle semblait vraiment pleine de remords. Amélie a toujours été la plus directe. Si elle s'excuse, elle le pense probablement. Et les autres? J'ai réfléchi à la question alors que nous traversions les rues nocturnes de Paris. Maman et papa paniquent parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient très mal calculé. Béatrice essaie probablement de trouver un moyen de tirer profit de cela pour son propre bénéfice. Et Benoît? Eh bien, Benoît est probablement en train de mettre à jour son curriculum vitae. Tu sais que je n'interférerai jamais avec son travail pour des raisons personnelles, n'est-ce pas? Je sais, ai-je dit en lui serrant la main. Mais ils ne le savent pas. Et franchement, après la façon dont ils nous ont traités, un peu d'incertitude semble être une juste revanche. Alors, quelle est notre stratégie à long terme? Voulons-nous une relation avec ta famille ou non? C'était une question juste, et une question avec laquelle je me débattais depuis les excuses d'Amélie au déjeuner. Une partie de moi voulait les couper complètement de ma vie, construire une vie avec Daniel qui n'incluait pas des gens qui avaient montré si clairement leur vrai visage. Mais une autre partie de moi se souvenait encore des bons moments, des traditions familiales qui m'avaient façonné, de la possibilité que les gens puissent vraiment changer. Je pense que nous leur donnons une chance de prouver qu'ils ont appris quelque chose, ai-je dit finalement. Mais nous ne leur facilitons pas la tâche. À quoi cela ressemble-t-il? Des limites, des attentes claires et des conséquences lorsqu'ils testeront inévitablement ces limites. Daniel a hoché la tête, pensif. Ta famille, tes règles. Je te suivrai. En fait, ai-je dit, une idée se formant, je pense qu'il est temps qu'ils apprennent que les actions ont vraiment des conséquences.
Tu te souviens que tu as mentionné que le groupe Laurent cherchait un emplacement pour le nouveau concept de la ferme à la table? Le projet de restauration durable? Oui, nous explorons des emplacements sur plusieurs marchés. Eh bien, Aix-en-Provence fait pression pour avoir plus d'options de restauration haut de gamme. Le conseil municipal offre des incitations fiscales pour le bon type de développement. Daniel a tout de suite compris. Et si nous ouvrions là-bas, nous aurions besoin de partenaires bancaires et d'assurances locaux. Exactement. Des partenaires qui comprennent l'importance de la loyauté familiale et de traiter les gens avec respect, quel que soit leur statut perçu. Tu es diabolique, a dit Daniel avec admiration. J'adore ça. Ils veulent bénéficier de notre succès. Très bien. Mais ils vont devoir le mériter à la dure, en prouvant qu'ils ont vraiment changé leurs valeurs, pas seulement leur opinion de toi. Et s'ils ne peuvent pas le prouver, alors ils apprendront que brûler les ponts a des conséquences. Parfois, la personne que vous méprisez aujourd'hui devient la personne dont vous avez besoin de l'approbation demain. Nous sommes entrés dans notre garage, et j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas connue depuis des mois. Pour la première fois depuis mon enfance, je détenais toutes les cartes dans ma relation avec ma famille. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, et j'allais m'assurer qu'ils comprenaient exactement ce que cela signifiait. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, merveilleuse soirée. Planifions un autre dîner bientôt. J'ai montré le message à Daniel, qui a secoué la tête avec étonnement. Prête pour le deuxième round, a-t-il demandé. Qu'ils viennent, ai-je répondu. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire maintenant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle à manger privée du Laurent Aix-en-Provence, regardant ma famille naviguer à travers le dîner le plus inconfortable de leur vie. La grande ouverture du restaurant avait été un immense succès, et la célébration familiale de ce soir était l'aboutissement de tout ce qui s'était passé depuis notre mariage. Benoît avait passé ces 6 mois à prouver sa valeur en tant que notre partenaire bancaire, travaillant d'arrache-pied pour démontrer sa fiabilité et sa discrétion. Amélie had a genuinely tried to rebuild our relationship, calling regularly and even visiting Paris to spend time with Daniel and me without any obvious ulterior motive. My parents had been forced to compete for the insurance contract against 3 other firms, ultimately winning based on merit rather than family connection. The process had been humbling for my father, who they never had to justify his qualification to his own doctor before. Beatrice and Mark had struggled the most with the new dynamic. Marquez Real Estate Company had lost out on the Aix-en-Provence project to affirm that better understood sustainable development principle. Beatrice had made several transparent attend to position herself our local social coordinator, all of which they politely declined. C'est incroyable, Sophie, a dit Amélie, admirant le design du restaurant. La vision de Daniel est extraordinaire. Merci, ai-je répondu, notant qu'elle avait appris à m'inclure lorsqu'elle faisait l'éloge de l'entreprise plutôt que de diriger tous ses commentaires vers Daniel. Les partenariats agricoles durables sont brillants, a ajouté Benoît. J'ai parlé du modèle à d'autres clients. Daniel a souri poliment. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit ici. Cela a demandé beaucoup de travail acharné et de coopération de la part de toutes les personnes impliquées. L'accent mis sur la coopération n'a échappé à personne à table. Ma mère a levé son verre de vin. J'aimerais porter un toast à Sophie et Daniel, et à l'importance du soutien familial. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. L'audace était à couper le souffle, mais j'avais appris à ne rien attendre de moins de sa part. À la famille, ai-je acquiescé, levant mon propre verre, et au fait d'apprendre de nos erreurs. Le toast était gênant, mais il a marqué un tournant. Nous ne reviendrions jamais aux relations naïves de mon enfance. Mais nous avions trouvé un nouvel équilibre basé sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation présumée. Plus tard, alors que nous marchions dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, Daniel et moi avons réfléchi à l'étrange voyage qui nous avait amenés ici. Des regrets ? A-t-il demandé en me prenant la main. De t'avoir épousé. Jamais. Sur la façon dont nous avons géré ma famille. Pas un seul. Même si cela a été si compliqué, Daniel, il devait apprendre que l'amour n'est pas conditionné par le statut social ou la réussite financière. Le fait qu'il leur ait fallu 6 mois pour le comprendre en dit long sur qui ils sont vraiment. Et maintenant ils savent que je ne suis plus la même personne qui suppliait pour avoir leur approbation. Je suis ta femme, ta partenaire, et quelqu'un qui ne tolérera pas d'être traité comme si je valais moins. Nous nous sommes arrêtés devant le restaurant,
levant les yeux vers l'élégante enseigne Laurent qui avait transformé la scène culinaire d'Aix-en-Provence. À l'intérieur, nos familles naviguaient probablement encore dans les conversations prudentes qui étaient devenues notre nouvelle norme. « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça ?» ai-je dit. « Qu'est-ce que c'est ?» Il pense qu'il s'agit d'eux qui t'acceptent enfin. Mais en réalité, il s'agit de m'accepter enfin moi-même. Daniel m'a embrassé sous le lampadaire, et j'ai ressenti la même vague de bonheur que celle que j'avais éprouvée en remontant cette allée d'église vide. J'avais choisi l'amour plutôt que les attentes, le respect plutôt que le statut, et l'authenticité plutôt que l'approbation. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur lorsque les autres ne peuvent pas la voir. Rappelez-vous que les personnes qui vous aiment vraiment célébreront votre bonheur, peu importe sous quelle forme il se présente. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de laisser les autres réaliser ce qu'ils ont failli manquer. En fin de compte, ma famille n'a pas rejeté Daniel parce qu'il n'était pas assez bien pour moi. Ils l'ont rejeté parce qu'il n'était pas assez bien pour nous. Et cela, il s'est avéré, était la leçon la plus précieuse de toutes.